Dans la nuit profonde de Baracoa, au moment où nos rêves ouvrent les portes d'un autre monde, je laisse venir à moi les Indiens Taïnos. La nuit est peuplée d'étranges personnages, et au petit matin, alors qu'on voudrait tant les retenir, les souvenirs se bousculent et se dissipent au contact de la vie qui reprend son cours. J'ai choisi de venir à Baracoa, loin des clichés de la Havane, pour aller à la rencontre des choses simples et essentielles d'un Cuba discret et originel. Mon voyage commence donc ici, dans cette petite maison, se réveillant lentement sur les collines, à l'extrême est de l'île. À 6h30 du matin, sur les routes de campagne encore humides des pluies de la veille, se croisent les enfants des écoles voisines. Bordeaux, moutarde ou bleu, la couleur de l'uniforme que portent fièrement les écoliers depuis la primaire jusqu'au lycée permet d'identifier facilement à quelle section chaque enfant appartient. À cette heure-ci, on aurait presque l'impression que la population cubaine se résume à une jeunesse endimanchée, tant les rues en sont pleines. Doucement, des petits groupes se forment par couleur aux abords des écoles. L'histoire ancienne et récente de Cuba a forgé au fil du temps un patriotisme authentique et vivace. Copié et envié par de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes, le système scolaire cubain est un symbole majeur de la réussite d'un certain modèle social, qui parvint à apporter en très peu de temps l'alphabétisation et l'éducation jusque dans les moindres villages de l'île. Les enfants, arrivés une bonne demi-heure avant le début de la classe, se mettent lentement en ordre devant la statue de José Martí, une des figures incontournables de la guerre d'indépendance, et attendent, comme chaque matin, la levée des couleurs. Yo trabajo con las asignaturas de lengua española, historia de Cuba y educación cívica. Je suis professeur d'espagnol, d'histoire de Cuba et d'éducation civique. L'éducation civique est une matière qui sensibilise les enfants à ce qu'est la famille,
le comportement qu'ils doivent avoir en fonction des circonstances, l'éducation à la sécurité routière, l'instruction de la morale et des devoirs envers la patrie, comment la défendre, mais pas en prenant le chemin des armes. Plutôt en valorisant l'amour que nous devons à notre patrie et ses dirigeants. Il y a aussi une chose fondamentale, c'est le soin que l'on doit apporter à l'environnement, car nous dépendons tous de la nature. Voilà les quelques points que l'on traite en éducation civique. Et quand je lui demande si cet enseignement se poursuit par d'autres voies après l'école, voilà ce qu'il me répond. Les fresques et les peintures que vous pouvez remarquer un peu partout dans les rues et sur les bâtiments par exemple, véhiculent toujours une valeur éducative. Je considère que ça fait partie de notre vie et c'est une des singularités de notre pays. Je ne dirais pas vraiment que c'est de la politique, c'est plus une manière de communiquer avec la population et de maintenir un lien avec elle. Une autre valeur que l'on cherche à développer chez les enfants, c'est l'internationalisme. Ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas seulement prendre soin des relations qu'ils ont avec les autres enfants de leur âge ou les gens de leur pays, mais ils doivent s'ouvrir à toutes les personnes qui pourraient solliciter leur aide. Baracoa se identifica Baracoa, c'est un lieu géographique très particulier. Une zone montagneuse irriguée par de nombreux fleuves. Il pleut tous les mois, enfin presque toutes les semaines en fait. L'agriculture est très spécifique. Regardez autour de vous et vous verrez que nous sommes entourés de palmiers, de cocotiers, de cacaoyers, de caféiers. Ce sont autant d'éléments qui caractérisent la région de Baracoa. Baracoa est une charmante petite ville qui fait face au soleil levant. Elle doit probablement son authenticité et sa douceur de vivre au fait qu'elle fut jusque dans les années 60 coupée du reste du pays par un imposant massif montagneux, rendant tout accès par voie terrestre impossible. C'est donc par la mer que l'on arrivait à Baracoa. Par la mer aussi qu'un jour de 1492, les Indiens Taïnos réservèrent un accueil aussi chaleureux que naïf aux caravelles de Christophe Colomb, venu d'Europe. Car c'est ici, à Baracoa, que les Espagnols changèrent progressivement mais sûrement le visage de l'île, à commencer par la funeste destinée des indigènes vivant alors sur ces côtes luxuriantes, et dont il ne reste presque plus aucune trace. Aujourd'hui, le souvenir de leur courage face à l'envahisseur est entretenu comme un héritage, tant il illustre parfaitement l'image de résistance du peuple cubain. Les frêles charrettes de fruits et légumes et autres denrées de première nécessité que je croise ici ou là font office de marché ambulant. Postées un instant ici à l'ombre d'une rue, elles continueront leur porte-à-porte bien pratique, assurant ainsi une sorte de vente à domicile aux habitants de Baracoa. Au gré de ma déambulation, je remarque les peintures murales dont m'avait parlé le maître d'école. Ces fresques allient dessin et typographie avec une élégance graphique rare et font des rues de la ville un livre ouvert sur les idées de la Révolution. Mais pas seulement. Quand tu te promènes en ville, et ça un peu partout dans Cuba, tu remarqueras la présence de deux types de fresques. Il y a les peintures murales politiques et les peintures murales plus artistiques qui sont réalisées par des artistes. Les peintures politiques sont réalisées, elles, par des personnes que nous appelons rotulistas. Ce sont des peintres artisans qui réalisent ce travail et ils reçoivent en échange un salaire de la part du parti
ou d'une quelconque organisation gouvernementale. Mais ça n'a rien à voir avec les fresques artistiques. L'une a un message politique et l'autre artistique, disons plus agréable. Ces fresques enrichissent spirituellement les personnes qui les voient. Elles servent aussi à éduquer la population, car il y a des personnes qui ont peu de connaissances historiques sur leur ville. Et grâce à ce qui est véhiculé dans ces peintures murales, elles apprennent beaucoup. Cette peinture murale décrit l'histoire de Baracoa lors de l'arrivée des 3 caravelles de colons, la Niña, la Pinta et la Santa Maria. On voit le processus de colonisation que tout le monde connaît, où les Indiens sont venus les accueillir chaleureusement avec des fruits. Cette hospitalité, nous l'avons toujours ici à Baracoa. Nous sommes des personnes aimables et nous tenons cette caractéristique de nos ancêtres taïnos. Notre peuple descend directement de cette culture indigène, tu sais. Voilà de quoi parle cette fresque. En Cuba, hay muchas personas que se sienten muy orgullosos de ser cubanos. Il y a beaucoup de personnes qui sont fières d'être cubaines. Car être cubain, c'est avoir la notion du sacrifice, avoir du courage, faire les choses avec intelligence. Les Cubains sont très instruits et notre histoire nous a beaucoup appris. Nous sommes très solidaires aussi et nous aimons aider et donner de l'amour, faire les choses avec le cœur. Il y a une chose que j'essaie de représenter dans mon travail, c'est l'humilité. Nous, Cubains, nous n'avons pas grand-chose, mais nous vivons heureux, heureux du peu que nous avons. Voilà, c'est ça pour moi être cubain. Transformer le peu que l'on possède en force et savoir se contenter. Voilà des notions toutes simples. Et je serais bien inspiré de m'en souvenir, car s'il existe un devoir pour le voyageur, c'est certainement d'écouter le monde, pour le mettre en perspective. De retour sur le Malecón, c'est comme cela qu'on appelle le front de mer ici. Je regarde inlassablement l'océan se fracasser sur les rochers. Un peu plus loin, au pied d'un des immeubles faisant face à la mer, un étrange balai de coqs attire mon attention. Pour un Cubain, tu sais, le coq, c'est pour ainsi dire dans ses gènes. Tu te rends compte rapidement quand, en arrivant dans un quartier, tu vois quelqu'un avec un joli coq. C'est vraiment beau comme animal, ça attire tout de suite l'attention. Et ensuite, quand tu vois qu'il commence à lui faire la toilette, le plumer, le raser, et qu'il l'entraîne au combat, tout de suite ça te plaît. On lui donne bien à manger, on le met dans un endroit tranquille, on est aux petits soins avec lui. Et après, seulement, on l'amène au combat. Nous, on dit l'amener au Colisée. Il faut compter 2 mois d'entraînement. On le prépare en lui faisant faire de l'exercice, on lui fait prendre le soleil. Oui, durant 2 mois. 2 mois minimum. Et comme tu vois, on les entraîne avec des protections pour qu'ils ne se blessent pas, pour que le coq apprenne le style et améliore la précision de ses coups. Mon grand-père faisait des combats de coqs. C'était à Guantanamo, dans une maison. Il y avait une petite fête pour le Nouvel An et ils m'ont emmené, j'étais petit. Ils m'ont emmené, je me souviens qu'il y avait un blanc et un brun, presque noir. Les 2 ont combattu,
et sont morts, bien évidemment. Et de là, ils sont passés directement au chaudron pour être mangés. Et on s'est régalé. Bien, puisqu'il s'agit d'une pratique ancestrale et qu'elle semble être bien ancrée dans les mœurs cubaines, je vais essayer d'en apprendre plus sur le sujet dans les prochains jours. Pour l'heure, je quitte le bord de mer et je m'enfonce rapidement dans la forêt tropicale, qui forme comme un dufteux tapis végétal sur le flanc des collines entourant Baracoa. C'est l'occasion pour moi d'emprunter la magnifique et sinueuse Farola, la route mythique construite dans les années 60 sous l'impulsion de la révolution cubaine et qui paracheva le vieux projet de relier l'île d'ouest en est par voie terrestre. Grâce à elle, toute cette région longtemps restée coupée de toute influence s'est trouvée désenclavée. Une rare et double situation autarcique, Baracoa coupé du reste de l'île et Cuba du reste du monde. Cette singularité a permis de préserver une culture, une identité et des traditions qui sont presque des miracles de nos jours. Et certainement une richesse pour qui aime voir les racines d'un peuple affleurer à la surface du temps présent. J'entre maintenant sur les terres des paysans cultivateurs de cacao. Je fais ce travail depuis que je suis tout petit. On peut dire que j'ai été créé dans ce champ. Et vous savez, ici, à la campagne, les enfants aident leurs parents dès l'âge de 6 ou 7 ans. Au départ, on ne cultivait pas le cacao sur ce terrain. On cultivait de la banane, qu'on appelle ici guinéo. À une époque, on vendait beaucoup de bananes. Il y avait même un train spécial de Consolación à José de Mata pour récupérer les bananes avant de les embarquer pour l'étranger, principalement vers les États-Unis. Ensuite, on est passé à la banane verte, consommée comme accompagnement dans différents plats. Après les bananeraies, on a commencé à faire du café. Ici, avant le cacao, c'était plein de caféiers. Quand le commerce du café a commencé à décliner, on s'est lancé dans le cacao. Donc actuellement, mon champ est principalement composé de cacao et de bananes douces. Quand on plante une graine de cacao, il faut attendre 4 à 5 ans pour qu'il commence à donner des fruits. Et vers 7-8 ans, il est à l'apogée de sa production. Le cacao possède ses propres cycles. Il y a la petite et la grande récolte, celle du milieu de l'année. Sinon, tout au long de l'année, l'arbre fait des fruits, mais en moins grande quantité. Ici, dans l'exploitation, on procède de la même manière depuis toujours. C'est la même tradition. Récupérer le cacao, l'envoyer à la coopérative, en garder un peu pour notre consommation personnelle, et voilà, rien de plus. Avant 1959, c'était un peu différent. On devait vendre le cacao sec. Mais à partir de 1959, c'est-à-dire après la Révolution, le processus a été simplifié
Et l'État nous achète maintenant directement le fruit en pulpe. On n'a plus à effectuer tout le procédé. Ça nous économise beaucoup de travail. Depuis que Fidel a triomphé à la Sierra Maestra, la première chose qu'il a faite a été de donner les terres aux paysans pour qu'ils soient heureux dans leur travail. Tout le monde a été très content de ce processus de réforme initié par notre commandant, notre chef. Pour un Cubain, être paysan, c'est une grande fierté parce que les grands leaders de la révolution viennent de la paysannerie cubaine. Alors vous comprendrez qu'on est fier d'être un bon paysan, combatif et travailleur. Baracoa est la commune où réside toute la force du cacao, car 90% de tout le cacao de Cuba est produit dans cette zone. 90% del cacao que se produce en Cuba se produce en esta zona. Après avoir laissé fermenter la pulpe blanche extraite des cabosses durant 7 jours, séchée ensuite au soleil pendant encore une semaine, puis griller le tout quelques minutes au chaudron, les fèves de cacao devenues brunes et croustillantes finissent dans un moulin pour obtenir non pas de la poudre, mais une sorte de pâte grasse que l'on met en boule. Une fois sèche, elle se conserve parfaitement et il suffira de la râper le moment venu pour en extraire finalement la poudre de cacao. Relativement proche de l'équateur, la nuit tombe très vite dans les Caraïbes, si bien qu'à 6 heures, les rues sont déjà plongées dans l'obscurité. Alors, tout comme en quittant la chambre d'un enfant, on entrebâille délicatement la porte pour y laisser pénétrer un rassurant liseré de lumière, les réverbères éclairent maintenant la ville de leur douce teinte jaune, plongeant la vie nocturne dans une intimité toute particulière. À Cuba, la musique est toujours présente, principalement dans les maisons. Elle passe librement, soit par les portes d'entrée, souvent ouvertes,
soit via les fenêtres dont les persiennes en jalousie ne bloquent ni les sons ni les regards. Alors, quand la musique touche enfin les corps, elle se répand, de proche en proche, comme une douce contagion. Le lieu public s'efface alors doucement sous mes yeux, et j'ai le sentiment d'être dans un monde étrange, où le dedans et le dehors se seraient inversés, où l'espace de la rue se serait transformé en un espace intime, à ciel ouvert, et où il fait bon vivre. De la sciure de bois, des piquets plantés au beau milieu de la nature, quelques bouts de ficelle et des feuilles de bananier pour attacher le tout. Voilà pour le matériel. Le reste, l'essentiel, l'amour, l'énergie, l'envie. Ici, tout le monde en a à revendre. La boxe cubaine est probablement la plus technique au monde. La différence ici par rapport à d'autres pays, c'est que nous boxons pour le plaisir, comme amateurs, parce que nous l'aimons, alors que les autres le font pour l'argent. Ailleurs, dès qu'un boxeur a la moindre aptitude, il veut devenir professionnel. Ça ne ressemble pas à notre manière de vivre la boxe. Pour apprécier toutes les qualités de la boxe cubaine au niveau international, il faut souvent attendre les compétitions non professionnelles, comme les Jeux Olympiques. Et en effet, durant les Jeux, les Cubains brillent souvent d'argent ou d'or sur les podiums de toutes les catégories. La boxe cubaine est courageuse, très combative. On peut faire un parallèle avec l'histoire de notre pays, qui a commencé avec des révolutions comme celle des Mambis, qui se battaient bravement, leurs machettes à la main. Ils étaient fiers de défendre leur patrie et nous ont libérés des Espagnols. Après, nous avons combattu contre les Américains, jusqu'à réaliser notre révolution. Et à partir de là, la boxe a commencé à se développer sur les valeurs acquises autour du courage, de la combativité, de la dignité et du patriotisme. C'est la raison pour laquelle vous ne retrouverez nulle part ailleurs une boxe identique à la boxe cubaine. Tenemos allá hasta... Nous nous entraînons tous les jours, sauf le dimanche. Et tous les samedis, on fait des compétitions. Il y a un samedi de repos par mois, sinon c'est combat tous les autres samedis. On organise des matchs pour préparer les équipes, on réunit les athlètes de la commune tout entière et on s'entraîne ensemble. Toma aire, coge calma.
Vamos. Cette compétition est une réussite à tous les niveaux. Et j'admire tout particulièrement la simplicité et l'humilité avec laquelle ces gens réalisent les défis du quotidien, en dépit d'un évident manque de moyens. Visiblement, cela ne les empêche pas d'être heureux, au contraire. Le bonheur n'est pas, à proprement parler, dans le monde, comme une chose qu'il suffirait de trouver ou d'acheter. Non, le bonheur existe déjà en nous. Ensuite, il incombe à chacun de le faire grandir. Pensaba estudiar. Moi, je voulais étudier, mais mon père et ma mère se sont retrouvés seuls. J'ai alors abandonné les études en secondaire et je suis revenu pour rester avec eux ici. Je suis rentré dans l'armée. Ils voulaient que je continue dans l'armée de l'air, mais je n'ai pas voulu parce qu'il y avait la propriété dont il fallait s'occuper. Je suis donc revenu et je suis resté ici pour les aider à travailler la terre. Y quedarme aquí ayudando con la tierra y laborando. Me gustaba estudiar, pero ¿qué pasa? Todos mis hermanos se graduaron. Moi, j'aimais étudier, mais voilà ce qui est arrivé. Uno trabajaba en la EIDE. Tous mes frères sont devenus diplômés Mi avant hermana moi se casó. et ils travaillent tous maintenant. La otra también, el Mes esposo sœurs es se sont marinero. mariées, une a épousé un marin, mon frère est hermano, directeur d'une école, Director en la escuela. et moi, je fais quoi? Yo Je qué laisse voy a mes hacer? deux parents? J'abandonne la Dejarlo propriété? No atender J'ai dû aquello. revenir ici pour La poursuivre finca. la tradition. Tengo que venir para aquí, seguir la tradición. Mi papá la tiene. Mon père possède cette terre depuis la Révolution. On lui a donné ce petit bout de terrain parce qu'il s'en est occupé. Il l'a nettoyé, il a planté des cocotiers. Ici, on dit que la terre appartient à celui qui la travaille et la cultive, pas au propriétaire. Par exemple, si tu as une terre laissée à l'abandon et que je viens, je la nettoie, je la travaille et l'exploite, à qui revient cette terre au final? Au propriétaire? Non, c'est à celui qui la travaille. Voilà ce qu'il faut faire, semer la terre. Quand quelqu'un enseigne son savoir, on apprend beaucoup et on ne perd pas la tradition. Quand personne ne transmet, on se détourne de la tradition. Si tu n'apprends pas à monter sur les troncs des cocotiers, tu fais quoi? Tu vas chercher une tronçonneuse, tu coupes et tu récupères le fruit? Plus personne ne veut travailler la terre. Ils veulent étudier, et après ils veulent ci, ils veulent ça, un chariot, une voiture, et hop, à la ville. Et la montagne, la nature, qui s'en occupe? Laissons ça aux paysans, comme ils disent. Nous, on a les voitures. Mais une voiture, ce n'est pas le principal. Le principal, c'est l'homme, c'est celui qui travaille la terre et qui sait vraiment ce qu'il vaut. Il faut un petit-fils, un neveu. Quelqu'un doit suivre la tradition. Ça ne peut pas être quelqu'un sorti de nulle part. Tu vas pas chercher quelqu'un comme ça et tu lui dis « Et toi, viens par là, je vais t'apprendre le métier. » Non,
Ça marche pas comme ça. Tradición de familia, C'est une tradition familiale para que se mantenga. et elle doit perdurer. Si tu ne l'entretiens pas, t'es personne. No eres nadie. La terre, à qui appartient-elle? Pour les Indiens, Taïnos, Amérindiens, les aborigènes entre autres, la terre n'appartient à personne, car elle est la mère de tous. Pour les Cubains, elle revient à celui qui la travaille et l'entretient. Et pour une grande partie du reste du monde, elle s'achète et devient une propriété. Qui a raison? Qui se trompe? En tous les cas, il nous appartient à tous d'en prendre soin, car en dernière instance, elle finira par nous faire payer toute forme d'arrogance. Eso fue por necesidad. Abrimos las puertas de la unidad a las 7 de la mañana. On ouvre les portes à 7h du matin. Jusqu'à 9h, on inscrit les coqs. Ensuite, ils sont pesés et on les garde en cage jusqu'à ce que l'on trouve une paire dont le poids et la taille coïncident pour valider le combat. Puis les coqs sont armés. On leur pose des aiguillons identiques en résine pour remplacer ceux qu'ils portent naturellement. Après, ils viennent au laboratoire où on fait plusieurs tests pour savoir s'ils sont propres ou s'ils portent du poison sur leur plumage. Dans ce cas, le réactif devient sombre, comme c'est le cas ici. Il y avait du poison. C'est une façon illégale de gagner. Le combat n'a donc pas eu lieu, évidemment. A contrario, celui-ci est clair, il n'est pas empoisonné. Luego proceden a pasar al ruedo. Ensuite, ils passent dans l'arène où a lieu le combat. Il y a un arbitre et un jury pour surveiller le combat. Si l'arbitre détermine qu'il y a une faute, le jury a la possibilité de la réfuter et de prendre une nouvelle décision afin que ce soit le meilleur qui gagne. Comme il s'agissait d'une tradition très ancienne, l'État a décidé d'encadrer et de légaliser les arènes de combat de coqs. Une entreprise a été mandatée pour contrôler et créer un règlement pour que tout soit clair et légal. On voit ça comme un sport. Sinon, les gens vont dans les arènes illégales, font des paris, se battent entre eux. Et donc c'est une manière d'éviter tout ça et d'entretenir cette tradition qui remonte à tant d'années. Si je m'intéresse souvent au meilleur, l'homme est parfois capable du pire. Et même s'il s'agit d'une tradition ancestrale, comment ne pas voir dans la cruauté de ce combat à mort une allégorie de la folie qui nous habite tous? Le besoin d'un exutoire n'est jamais une excuse.
Et l'homme passe souvent trop d'énergie à briser ce qui le lie au monde et bien trop peu à renforcer l'idée qu'il fait partie d'un tout. Ce petit hameau, constitué tout juste d'une douzaine de maisons, se réveille doucement dans une nonchalance toute cubaine que rien ne semble vouloir perturber. Pourtant, la journée s'annonce exceptionnelle, car aujourd'hui se prépare une fête ancestrale qui puise ses origines dans la paysannerie des grandes exploitations de cacao de la fin du XIXe siècle. Les premiers rayons de soleil sécheront rapidement la pluie du matin, et chacun peut maintenant se mettre à la tâche. Toma, rico, rico. Uy, qué rico. À l'origine, c'était une fête paysanne qui durait 3 ou 4 jours, durant lesquels on dansait le nengon. À la fin de la fête, on se mettait toujours à danser le kiriba. Ça voulait dire que c'était fini et que maintenant, il fallait rentrer chez soi. Mais parfois, ça reprenait à nouveau dans un autre hameau pour encore 2 ou 3 jours. Le kiriba et le nengon sont deux danses très anciennes que l'on croyait perdues et qu'on a miraculeusement redécouvertes récemment dans ces petits villages au milieu des montagnes de Baracoa. Nous, nous sommes les découvreurs. Mais à Baracoa, beaucoup de groupes jouent du kiriba nengon. Enfin, ceux qui respectent la tradition populaire. Cette manière authentique de jouer, nous ne l'avons pas trouvée en ville, mais dans la campagne des environs. Et plus particulièrement ici, auprès de ces gens. D'ailleurs, ils n'étaient même pas conscients de ce qu'ils étaient en train de jouer. Nous ne voyons pas du tout cela comme une pièce de musée. Pour nous, notre rôle, c'est de maintenir le kiriba nengon le plus pur possible. Ces rythmes ont une importance capitale dans la culture musicale de l'île, puisqu'ils sont considérés comme la souche la plus ancienne de la musique cubaine d'aujourd'hui. Leur inscription au patrimoine immatériel de l'humanité leur assurerait une protection, car on ne soupçonne pas la fragilité d'un tel héritage, et la chance de le voir encore sous nos yeux. Parfois, je me dis, tiens, on dirait du nengon. Mais en fait, non. Le nengon, le vrai, il est ici.
De grands musiciens n'ont pas réussi à imiter leur manière de jouer. Vous savez, ici, personne n'a jamais appris à jouer de la musique. Eux, ils jouent comme ça, et ça se transmet naturellement de père en fils. Et ça s'est transmis jusqu'à maintenant. Ça, c'est la tradition pure. La musique pure. Le pas de danse du Nengon est à mettre en relation directe avec le cacao, particulièrement le stade du séchage, pendant lequel on piétinait pour aérer les fèves qui s'agglutinaient. C'est de là qu'est né le pas de base du Nengon. Le kiriba, par contre, est un peu plus rapide et part dans plusieurs directions, alors que le Nengon, lui, reste droit, linéaire et en relation avec la terre, avec le cacao. No me importa que solo me dejes llorando tu amor. Si eres libre de amar en la vida y yo no te culpo. Si tu alma no supo quererme como te quise yo. No creas que ciego de pecho a ver que te aleja. Il en est de ces pays qui vous peinent à l'arrachement. Et je comprends qu'en m'en allant de Baracoa, je ne quitte pas seulement des gens, un rythme ou une lumière, mais une certaine forme de bonheur. Celui-là même que l'on trouve au contact des gens simples, mais riches de tellement de choses inachetables, qu'on a parfois l'indécence de leur envier une certaine forme de dénuement. Le monde n'attend pas, et je suis pressé d'aller à sa rencontre.